Pourrais, s'il te plaît, m'envoyer une vidéo de toi, te gratte le nez. Parce que moi j'aime consommer et puis il y a moi je suis. Mais comment tu vois toi le business de la création de contenu au sens large? Un créateur de contenu, il est sa propre marque. Son personal branding, c'est sa propre marque. La création de contenu, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de faire du business. Créatrice de contenu, plus d'1 million d'abonnés cumulés, entrepreneuse, podcasteuse. Je m'arrête là parce que sinon la liste va être longue. Mariam, je suis trop content que tu sois avec nous. Je suis trop contente d'être ici. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu en plus. Ouais, super longtemps. Bon, moi je te connais un peu, mais j'aimerais bien que tu nous dises, derrière tous ces chiffres, qui est cette Mariam. Cette Mariam, franchement, c'est une Mariam qui a beaucoup voyagé, qui a vécu dans différents pays, qui s'est beaucoup cherché et qui finalement a réussi à se trouver dans la création de contenu, dans le partage, sur les réseaux sociaux, dans le coaching. Franchement, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est une Mariam qui est passionnée, qui a envie de donner aux autres, qui a envie d'aider, de contribuer. C'est un trait de caractère que tu avais déjà quand tu étais petite? Genre l'envie de partager et même déjà de voyager, parce que je sais que tu avais partie de ta famille qui était déjà à Dubaï. Ouais, franchement, ouais, depuis que je suis petite, mes parents, ils ont beaucoup voyagé, j'ai toujours été hyper ouverte. Après, j'étais hyper sensible, donc j'étais pas non plus celle qui prenait le plus de place ou qui prenait le plus la parole, mais ouais, j'étais comme ça à fond quand j'étais petite. C'est vrai parce que maintenant que tu prends la parole sur les réseaux sociaux, finalement, c'est un peu une espèce de petite revanche si jamais tu étais timide. Ouais, carrément. Mais tu sais, c'est quelque chose que je vois souvent chez les entrepreneurs qui prennent la parole, c'est qu'on est des anciens timides, tu vois, on est très introvertis, ouais. C'est quelque chose que je vois beaucoup. Mais t'as plein de créateurs, c'est ouf. Une fois, j'étais tombé sur, je sais plus quel gros youtubeur qui, sur ses contenus vidéo, paraît être le créateur le plus sociable au monde et qui finalement, en fait, est une personne méga timide. Il y a quand même deux mondes entre créer du contenu face caméra et entreprendre face caméra et la réalité du quotidien. En tout cas, je suis hyper content de te recevoir sur le Com Show. Moi aussi. Le talk show pour parler de marketing et de communication. Et aujourd'hui, la thématique du jour, ça va être de parler de la révolution des contenus et à quel point les plateformes sont au service des créateurs ou les créateurs au service des plateformes, ça dépend. Je vais te montrer une pancarte. Je vais commencer par ça. Tu vas essayer de me dire, je sais pas si tu as entendu en régie, on en a un peu parlé, peut-être que tu pourras tricher. À quoi correspond selon toi ce chiffre, donc 15 milliards de dollars? L'estimation du budget qu'on va mettre sur l'influence, le marketing d'influence? C'est les dépenses qu'il y a eu en 2022, donc globalement, donc mondialement, en marketing d'influence, donc ce qui est un truc d'un 15 milliards de dollars. Mais comment tu vois, toi, le business de la création de contenu au sens large aujourd'hui? Pour moi, c'est je pense que c'est une des industries qui est amenée à avoir le plus d'expansion dans les prochaines années et même, je dirais, dans les prochaines décennies. Je pense que c'est une des meilleures industries aujourd'hui dans laquelle se lancer parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les passions, tous les sujets et je pense que c'est aussi une opportunité énorme pour plein de marques, plein d'entreprises de faire du marketing différemment et de collaborer avec des créateurs de contenu, je pense. Toi, c'est un levier pour toi et ton business? C'est un levier qui te permet de faire du business à côté? C'est ton mode de business principal? Complètement. Franchement, la création de contenu, pour moi, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de faire du business. Parce que tu peux toucher énormément de monde simplement en t'exprimant, en créant du contenu. C'est un moyen beaucoup plus simple sans avoir à investir un capital énorme pour développer un business, en fait. Et après, est-ce que tu penses, ça c'est vraiment une question que je me pose, c'est quand avant créer du contenu, c'était pas, tout le monde ne pouvait pas créer du contenu qualitatif. Maintenant, avec les réseaux, les outils, l'IA, machin, tout le monde a accès à ça. Qu'est-ce qui va faire demain qu'un créateur sera plus pertinent qu'un autre, indépendamment de ce qu'il va dire dans le fond forcément? Comment tu vois un peu l'évolution de ça? Je pense que le format vidéo, il prend de plus en plus d'ampleur. Le format vidéo, mais le format vidéo authentique, sans trop d'artifice. Ouais. À mon avis, c'est ce qui va le plus cartonner. Après, je sais pas quelle plateforme, tu vois, mais Instagram, je pense que ça va durer. TikTok, YouTube, je miserais vraiment sur ces... Et là, je reviens sur la partie partenariat avec les marques. Même si, encore une fois, c'est pas t'as ton domaine d'expertise, mais ça va ramener sur le cheminement un peu principal. Comment ça fonctionne quand tu es une entreprise, tu veux faire un partenariat avec une marque, donc pas forcément toi, mais tes clients ou d'autres, tu vois. Comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes? Est-ce que c'est les marques qui choisissent les créateurs de contenu? Est-ce que c'est les créateurs de contenu qui, en proac, vont aller chercher les entreprises partenaires? Comment ça fonctionne? Je pense que ça peut être les deux. Ça peut être les entreprises qui vont chercher à travailler avec un créateur de contenu,
Mais ça peut être aussi l'inverse. Et le processus, il est assez simple. En fait, un créateur de contenu, il peut solliciter une marque pour un projet. Il y en a qui ont différentes approches. Tu vois, il y en a qui commencent à partager sur la marque et qui attendent que l'entreprise les recontacte. Mais il y a différentes manières de faire. Le processus le plus simple, c'est vraiment de contacter la marque, de lui faire une proposition et puis de discuter budget, de voir les chiffres du créateur de contenu, bien sûr, sa visibilité, son engagement, parce que c'est pas juste une question de nombre d'abonnés, il y a aussi toute la question de l'engagement de la communauté, la confiance de la communauté. Et en fait, quand ces points-là, ils sont bien calibrés, derrière, il peut y avoir une collaboration qui se fait entre le créateur de contenu. Et comment là, j'avais vu que tu as seulement 61% des créateurs de contenu qui sélectionnent les marques avec lesquelles elles bossent. Comment tu choisis correctement un critère? Tu vois, on avait reçu une créatrice de contenu, une grosse TikTokeuse, qui avait fait un partenariat avec une marque. Il s'avère que la marque en fait a fait des dingueries, je ne sais plus exactement pourquoi, mais donc du coup ça a entaché son image parce que les gens, et tu connais la rapidité de jugement qu'ont les personnes, c'est cette personne a fait une collab avec cette marque, donc c'est la même personne que cette marque. À quel point est-ce qu'il faut être attentif et vigilant dans tes collabs, tu vois, que tu envisages avec des marques? C'est hyper important de bien sélectionner les marques avec lesquelles tu travailles. Pourquoi? Parce que un créateur de contenu, il est sa propre marque. Il a son personal branding, c'est sa propre marque. Et la création d'une marque, tu le sais mieux que moi, mais c'est vraiment tout ce à quoi on va associer la personne ou l'entreprise. Donc, si on t'associe à certaines qualités, tu as envie que les marques avec lesquelles tu collabores, elles soient alignées à ces qualités-là. Donc, par exemple, si tu as un créateur de contenu qui aime être associé à de l'éthique, à de l'honnêteté, à une forme de responsabilité, de bienveillance collective, etc. Tu veux que la marque avec laquelle tu collabores, elle ait les mêmes valeurs que toi. Ouais. Et pour moi, c'est le point le plus important parce que tu joues ta réputation et ta réputation, elle est bien plus importante que n'importe quelle somme qu'une marque peut te payer parce que si derrière, tu brises la confiance que tu as créée avec ta communauté et qui t'a pris des années et des années à construire, bah en fait, peu importe ce que la marque te rémunère, tu casses ce qu'il y a de ton asset, ton patrimoine le plus important. Donc pour moi, c'est vraiment trop capital. Surtout que créer une image de marque, ça prend 10 ans, la détruire, ça prend 1 minute. Enfin, en vrai de ça, vrai, tu exactement. fais un bad buzz et c'est plié. Tu as plein de contenus, tu as plein d'épisodes, plein de contenus, plein de durées qui diffèrent en fonction des différents réseaux. Tu as même des épisodes qui durent plus de 2 heures. Comment en fait tu fais pour pousser pour avoir les bons KPI, les bons critères de performance? Est-ce que c'est le watch time? Est-ce que ça dépend des plateformes? Je sais que sur YouTube, c'est le watch time, mais peut-être que sur TikTok, c'est juste les 3 premières secondes, tu vas acheter n'importe quoi. Comment tu fais pour te dire, j'ai la bonne durée pour un bon réseau? Ouais, c'est une bonne question. C'est la même chose sur toutes les plateformes d'ailleurs. Sur TikTok, Instagram, sur le format YouTube long et short, c'est le même principe. Mais pour être honnête, je pense vraiment que… Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vrai que le temps d'attention est très court et de plus en plus court aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'une audience qui va regarder un contenu de 1 heure ou 2 heures, c'est une audience beaucoup plus qualifiée, qui est vraiment très intéressée par le sujet que tu abordes. Et je pense vraiment que quand tu apportes de la valeur, si tu apportes de la valeur pendant 2 heures, les gens vont regarder pendant 2 heures. Ouais. Tu vois, on n'a aucun mal à regarder un film pendant 1h30, 2 heures, parfois 3 heures. Donc je pense pas que ce soit… si bloquant que ça. Je pense par contre que c'est très challengeant d'apporter de la valeur pendant 1 heure, tu vois, ou pendant 2 heures. Le temps de visionnage, il est vraiment très important, mais les gens vont de plus en plus, je pense, aller chercher du contenu long. On voit avec TikTok typiquement, là, qui je crois a poussé ses contenus maintenant à plus d'1 minute pour pouvoir rémunérer les créateurs, si je dis pas de conneries. Exactement. Et puis je pense que tu as un espèce de ras-le-bol du binge-watch de tout, où tu as envie de creuser un peu et d'aller un peu en profondeur dans les trucs. Mais ok, et comment tu détermines que tu as une communauté qui est engagée? Ça, pareil pour les marques, je pense que c'est intéressant parce que tu vois, tu as beaucoup de nos clients qui nous disent « Ouais, mais moi, je veux cet abonné, il a 1 million. » Attends, 1 million, quelles sont les personnes qui les suivent, machin, etc. Comment tu arrives à calibrer et à qualifier la qualité d'une audience? C'est intéressant de regarder le ratio entre, tu vois, le nombre d'abonnés, le nombre de vues sur les vidéos et puis les interactions qui se font. Tu vois, si par exemple, tu as quelqu'un qui a 1 million d'abonnés mais qui fait, je sais pas moi, 10 000 vues sur cette vidéo et qui a peut-être 200 likes, c'est pas une communauté très engagée, c'est pas une communauté qui regarde beaucoup le contenu du créateur. Donc c'est intéressant de regarder les différents ratios et la manière dont
en fonction du nombre d'abonnés, les interactions qu'il y a sur le contenu en lui-même. Okay. Ensuite, c'est vraiment de voir, voilà, est-ce que les gens commentent beaucoup sous les posts de cette personne? Est-ce que cette personne reçoit beaucoup de sollicitations par message suite à ses stories? C'est quoi son engagement en story, tu vois? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ses stories? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui interagissent? Donc, c'est pas juste le nombre d'abonnés. Pour moi, c'est un chiffre qui veut un peu tout et rien dire. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, tu as plein de gens qui achètent des abonnés. Mais tu les crames direct. Oui, tu les crames direct. Tu as des comptes à 1 million, tu vois 12 likes, bon, c'est en limite, ça te décrédibilise de ouf. Complètement. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et puis après, je pense vraiment que c'est d'aller voir dans le contenu, est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce qu'il y a pas mal de commentaires? Si les commentaires, d'aller voir dans les commentaires si les gens réagissent vraiment au post, parce qu'il y a aussi des gens qui payent des robots pour faire des commentaires. Donc, c'est d'aller voir vraiment, est-ce que c'est des commentaires organiques ou est-ce que c'est de l'IA? Enfin, voilà, d'aller un peu plus creuser. Ok. Et moi, je regarderais tous ces éléments-là, en fait. Okay. Pour voir l'engagement d'une personne. Après, tu vois, sur Instagram, tu as les données dans le dashboard, tu as vraiment des données. Tu as direct les infos. Ah oui, tu as toutes les données dont tu as besoin. Comment tu fais aussi en tant que créateur pour pouvoir avoir ta patte? Parce que moi, je trouve que tu as vraiment la tienne. Quand tu prends la parole, tu sais, non mais je te l'avais déjà dit, en plus, tu poses parfois des temps, etc. Ouais. Ça, c'est un truc que tu cultives, c'est un truc qui est un peu naturel, c'est un peu des deux. Quand tu as une masse de créateurs, est-ce que justement ces petites gimmicks, alors je sais pas si c'est le bon terme gimmick, mais tu vois ce que je veux dire, le truc qui te caractérise bien, au final c'est un peu un game changer. Parce que tu vois, Maria, moi direct, j'arrive à ça, je pourrais ne même pas regarder la vidéo et ta voix changerait, je saurais que c'est toi, parce que tu amènes ton moment de latence, tu rebondis, etc. Est-ce que ça pour toi c'est un hack pour des créateurs, pour faire la différence? Franchement, ça c'est venu hyper naturellement. Pour tout te dire, j'ai pas du tout calculé le truc. C'est à force de vraiment m'exprimer sur les réseaux sociaux et d'y aller vraiment imparfaitement que j'ai commencé à voir naturellement comment j'aimais moi m'exprimer, qu'est-ce qui était juste pour moi. Et finalement, je pense que le meilleur moyen de se différencier, c'est d'être complètement soi-même. C'est-à-dire de se dire, de sortir de ce que les autres font et de se dire, mais qu'est-ce qui m'appelle moi? Comment est-ce que moi j'aime m'exprimer? Tu vois, moi, par exemple, j'aime suivre des gens qui sont très no bullshit, très, tu vois, qui vont un peu te rentrer dedans et qui vont être un peu durs dans leur manière de parler. Mais c'est pas ma manière à moi de parler. Donc c'est de se dire, il y a ce que moi j'aime consommer, il y a les personnes que moi j'aime suivre, et puis il y a moi, qui moi je suis. Et c'est de s'autoriser à voir c'est quoi nos qualités, notre manière de faire, et de l'amplifier en fait dans notre contenu. Tu vois, moi j'ai une voix un peu douce, je suis posée. C'est des choses que j'ai pas toujours aimées chez moi, tu vois, j'ai pas toujours accepté ces trucs-là chez moi. Je me disais qu'il fallait que je sois différente, mais au fur et à mesure, tu vois, en créant du contenu, il y a tellement de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit mais ta voix, elle est apaisante, j'aime bien le fait que tu parles un peu doucement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des qualités et il faut que je les amplifie. Et donc, c'est vraiment réussir à voir quelles sont tes qualités à toi et les amplifier. Donc c'est hyper intéressant. C'est pas les faker et chercher l'authenticité, c'est faire le constat de ce qui pourrait être un levier intéressant et d'intensifier et cultiver ça. Ok. C'est ça. Tu m'avais écrit l'autre jour, j'ai trouvé ça trop cool en me disant, tu peux le faire machin, et tu m'as fait des retours qui étaient hyper intéressants. Ce que je te propose, c'est que je fais bluff, que je balance une vidéo là, de 30 secondes où je vais vendre le Com Show. Et après, tu me fais un retour. Et tu nous fais un retour sur les bons conseils comme ceux que tu m'avais partagés. Génial, j'adore. Vous êtes sur… Oh putain, ça va être très dur. Ok. Vous êtes sur votre nouveau talk show, le talk show où on parle de marketing et de communication, un talk show sur lequel on reçoit les meilleurs entrepreneurs, entrepreneuses, notamment comme Mariam aujourd'hui. C'est un rendez-vous que vous allez avoir toutes les semaines, le jeudi à 19h. Je compte sur vous pour nous donner un maximum de force et restez bien connectés parce que des invités exceptionnels vont arriver. À très bientôt. Non, c'était vraiment pas ouf, mais… Non, alors, ok, tu veux que je te fasse mes retours? Tu me fais le Rex, comme ça, on se dit, on peut se lister et se cocher les bonnes pratiques. Je suis chaud. Ok, bon, déjà, tu t'exprimes très bien, c'est très clair. Tu regardes la caméra, t'as pas peur de regarder la caméra. C'est, voilà, on te sent bien ancré, bien présent. Ce que je te ferai comme retour, c'est… En fait, le business de l'attention, c'est un business où ce qu'on demande à l'autre, c'est son attention. Et quand on demande l'attention de l'autre, c'est hyper important de se demander qu'est-ce qu'on est en train de lui donner et comment est-ce qu'on peut lui montrer que c'est dans son intérêt de nous donner son attention. Et donc, dans la manière dont tu exposes le Com Show, en fait, ce que je ferais, c'est de me demander comment est-ce que ce serait bénéfique pour mon audience qui est en train de m'écouter de ne surtout pas rater les épisodes du Com Show. Qu'est-ce que eux vont tirer, vont pouvoir avoir dans ce show
qu'ils auront nulle part ailleurs. Et donc, tu vois, dans la manière de le présenter, je mettrai vachement plus en avant tout ce que tu vas donner, tout ce qui va être différent dans le show qu'ils n'ont pas dans d'autres émissions. Genre les apprentissages, par exemple, du marketing, de la communication, de cette expertise. Qu'est-ce que ça va changer pour eux? Parce que je pense que tu t'adresses, par exemple, à des entrepreneurs, c'est ça? Entrepreneurs, PME, enfin oui. Ouais. Donc, pour des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vont tirer de cette émission? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir? Peut-être que c'est démocratiser des connaissances business marketing sans avoir à payer 30 000 € l'année une école de commerce, par exemple. Je sais pas, tu vois. C'est de leur faire une promesse qui est tellement irrésistible qu'ils vont se dire mais en fait je serais vraiment débile de pas écouter et de pas assister aux émissions du Com Show, tu vois. Donc je mettrais plus l'accent sur ça. Et ensuite je trouve que c'est bien de donner un rendez-vous, tu vois. Ouais, je pense que je le mettrais vachement plus en avant, cette promesse irrésistible de ce qu'ils vont obtenir. Et honnêtement, je sais pas pour toi, mais moi, quand on me fait une promesse irrésistible et qu'elle est claire et qu'elle est vraiment axée sur mes problèmes spécifiques, j'y vais, quoi. Donc ce que je retiens, hyper pertinent, c'est plutôt que ça soit un peu promotionnel, en mode le comme show machin, c'est de dire, en regardant ce show, tu vas pouvoir apprendre des choses qui t'auraient coûté normalement 50 000 € à l'école, ça gratuitement, et en plus, simplement en te connectant le jeudi soir à 18h. C'est ça, et puis tu vois, mettre aussi en avant peut-être les experts que tu as eus, que tu vas avoir, expliquer que ces experts-là, normalement, je te donne un exemple, tu vois. Alex Hormozy, il était allé dans un podcast, et le podcasteur, il a commencé avec une question que j'ai trouvée hyper smart. Il lui a dit « Dis-moi, c'est combien 1 heure de ton temps aujourd'hui ?» Et il a répondu « Aujourd'hui, je ne ferai pas 1 heure d'échange comme ça pour moins de 50 000 $. » Et du coup, il a commencé en posant le ton et en disant « Ok, donc là, en fait, on va avoir accès à presque 100 000 $ d'informations, de connaissances gratuitement. » Pas mal. Tu vois? Et en fait, la personne qui écoute ça, elle se dit « Non, mais là, je serais tellement débile de ne pas écouter cette émission, tu vois ?» Donc, ouais, c'est de montrer vraiment la valeur et de l'amplifier au maximum. Ok, très stylé. Et sur la structure, au niveau de l'accroche, est-ce que tu m'avais partagé 3 points un peu clés. Tu es peut-être partante de les repartager, c'était cool. Ouais, l'accroche, c'est vraiment le moment le plus important. Et l'accroche, ça te permet de vraiment t'adresser à la bonne cible et à ce que la cible à laquelle tu veux t'adresser, elle se reconnaisse très intensément dans ce que tu es en train de dire. Et donc, tu peux totalement t'adresser en leur disant si tu es dans cette situation ou si tu as besoin de ce truc-là ou si tu as ce problème, ce blocage, voici la solution et inclure le show comme une solution qui répond à leurs problèmes. Dans l'anatomie d'une vidéo, tu as en gros 3 temps forts. Tu as l'accroche qui te permet vraiment de créer une forte émotion chez la personne qui regarde et qui lui permet d'être dans l'optique de continuer à regarder ta vidéo. Donc, elle voit qu'elle a intérêt à regarder ta vidéo, elle ressent une connexion avec ce que tu es en train de dire. Donc, ça peut être soit une phrase choc, ça peut être une promesse, ça peut être toutes sortes de choses différentes. Et puis ensuite, tu as le corps de la vidéo, donc la livraison, donc ce que tu vas livrer derrière. Tu vas livrer de la valeur, tu vas livrer des conseils, tu vas livrer peut-être du divertissement, ça dépend des gens, tu vois. Et à la fin, tu as la conclusion qui te permet de terminer. Ok. T'as une citation que tu préfères ou parce que je sais que tu es très portée citation, il me semble. J'en ai plein des citations. Si tu en as une qui te parle. Ok. Je suis chaud. J'en ai une, mais je me rappelle plus de l'auteur. Ok. La magie que tu recherches est dans le travail que tu évites de faire. Pas mal. Tu pourrais nous l'expliciter en 2 secondes? Cette citation, elle me parle énormément parce que je trouve que dans n'importe quel domaine de vie, on se sent souvent freiné, bloqué. Et tu vois, dans le business, par exemple, moi, j'ai souvent ressenti ça. Et je me suis rendu compte que finalement, les moments où je me suis le plus débloquée, c'est les moments où je me suis donné de la peine, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des efforts qui me paraissaient impossibles à faire avant. Et du coup, le travail, pour moi, l'éthique de travail, c'est quelque chose que je trouve vachement importante et qui amène à tellement de magie, en fait. Tout ce qu'on désire le plus, je trouve que c'est derrière une quantité de travail qu'on a souvent pas envie de faire. Ouais, c'est clair. C'est clair. De toute façon, on n'a rien sans rien et tu vois souvent la partie émergée de l'iceberg, mais pas tout le travail qu'il y a eu dans le fond. Ouais. Est-ce que, quand tu veux créer du contenu, tu fais un master qui est un peu la thématique un peu globale que tu vas rallonger en durée sur un YouTube qui colle bien, que tu vas encapsuler sur des plus petits contenus sur Insta ou sur TikTok, et où est-ce que tu dis fuck it, je fais un truc 10 minutes, je multidiffuse partout. Voilà, tu vois, est-ce qu'il y a des codes à adopter en fonction des différents réseaux? C'est une bonne question. Alors déjà, pour moi, chaque réseau a son énergie,
En fait, chaque réseau, c'est un peu comme une pièce différente, tu vois. Par exemple, LinkedIn, c'est un peu le bureau, un peu corporate. Tu vas pas venir sur LinkedIn, après peut-être aujourd'hui un peu plus qu'avant, mais tu vas pas venir sur LinkedIn en parlant de tes problèmes de relations amoureuses. Ou il y a une certaine posture à avoir sur LinkedIn, un certain recul. Sur Instagram, tu es un peu entre les deux. Il y a ce côté assez sérieux et en même temps très, très perso, très intime que je retrouve pas dans d'autres plateformes, enfin un peu moins. Sur TikTok, c'est un peu vraiment, c'est de tout. C'est un peu la soirée où tout le monde est invité, tu vois. T'as tout type de personnes. Et sur YouTube, je trouve que c'est un réseau qui est vachement plus éduqué, plus qualifié, plus quali. Je trouve que YouTube, c'est un peu plus élitiste, tu vois. C'est un peu plus travaillé. Mais moi, ma stratégie, elle est très simple. J'ai 2 types de contenus. Le format long, où donc je vais faire des podcasts, des vidéos YouTube, et derrière ces vidéos-là, je vais les découper en petits formats. Okay. Et j'ai le format court, où je vais vraiment faire des vidéos de 1 minute, 1 minute 30, intentionnellement pour les poster de manière juste pour du format short, et donc je vais enchaîner, je vais en faire plusieurs comme ça d'un coup. Mais j'aime bien faire les deux, et j'aime bien réutiliser le format long sur les différentes plateformes. Et comment tu vois la logique de genre des shorts par exemple? Parce que j'ai un de mes potes que tu connais certainement, Lucas Marquet-Damp, oui, qui a plus de 50 000 abonnés sur YouTube, mais qui me disait j'ai une espèce de coquille vide, parce qu'en fait j'ai construit ma page sur des shorts, ce qui fait que le mode d'abonnement, ça a été sur une conso un peu snack, en mode fuck it, et tu t'abonnes pas réellement à la personne plus que comme ça dans un moment passé, ce qui fait que même en ayant 50 000 abonnés, il fait des vidéos à 500 ou 1000 vues, versus capitaliser sur des formats qui sont vraiment longs, même si c'est plus long et que c'est un peu plus laborieux, ça permet d'engager une communauté qui est beaucoup plus importante. T'en penses quoi toi par rapport à… Ça n'a rien à voir. Pour moi, le format long et le format court, ça n'a rien à voir. Le format court, comme tu dis, c'est un peu un format de surconsommation, tu vas binger énormément, tu vas être dans cette surconsommation et tu vas pas avoir la même qualité de connexion, d'écoute aussi, tu vois. Quand tu es sur du format long, tu es vraiment sur une audience qui prend le temps de t'écouter, de te découvrir. Tu peux beaucoup plus connecter, partager de toi, de qui tu es, de ton parcours. Si tu regardes d'ailleurs la plupart des personnalités, des créateurs de contenu qui ont vraiment une communauté vachement engagée, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des personnes qui font du format long sur YouTube, tu vois. Pour moi, c'est vraiment indispensable si tu veux construire une communauté qui est engagée. Et d'ailleurs, je connais tellement d'entrepreneurs qui font la majorité de leur chiffre d'affaires grâce à YouTube et grâce au format long. Putain, mais YouTube, j'arrive. Mais vraiment. Mais alors, avec des comptes, grands comptes, enfin genre des entreprises un peu en B2B, avec des PME et autres, ou c'est plutôt du solopreneur ou des plus jeunes boîtes, tu vois, qui s'adressent à des plus… Enfin, pas forcément des solopreneurs, mais c'est plutôt des cas de figure avec des marques personnelles, donc du personal branding plutôt que des entreprises. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des entreprises qui sont vachement présentes sur YouTube. Mais après, moi, j'aurais tendance à vachement mettre en avant l'entrepreneur plutôt que l'entreprise. Et de vraiment mettre en avant l'entrepreneur, ça fait rayonner l'entreprise. Mais c'est incroyable, c'est un réseau qui fédère énormément. Et la qualité de la communauté sur YouTube, ça n'a rien à voir. C'est tellement… Après, tu peux avoir une audience hyper quali sur Instagram aussi. Mais YouTube, c'est un format où tu peux vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Tu vois, partager des behind the scenes, vlogger, documenter ta vie d'entrepreneur, tout ça, tout ce format-là, ça a vraiment de la valeur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je déteste ce nouveau blaze. Thread. En vrai. Ouais. Est-ce que c'est un réseau qui a aussi rapidement disparu qu'il n'a apparu ou pas? Franchement, pour moi, oui. C'est un truc de ouf pour en moi, France, oui. Mais c'est un deck. On s'était déter au démarrage, à tout le monde était en mode let's go. Ouais. Moi déjà, je me suis sorti oppressé en 2 minutes. Je sais pas si tu avais fait comment ça s'appelait, le Clubhouse, tu te rappelles ou pas de ça? Ouais, j'avais fait. Mais moi, ça me rendait fou. C'est horrible. Tu étais obligé de te connecter, sinon tu loupais. Donc d'ailleurs, c'est hyper intéressant, je trouve, culturellement, de se dire qu'en fait, les gens, quand tu crées le FOMO, bah putain, ils se disent, il faut que j'y sois. Mais là, moi, limite, en 2 semaines, ras-le-bol. Enfin, t'as une immensité de contenu, t'as l'impression de tout louper en 2 secondes. Pardon, je t'ai pris la parole, mais t'en penses quoi? Oui, mais c'est que du FOMO, je pense. Ces plateformes-là, elles n'ont pas vraiment de substance pour moi. Elles n'ont pas de valeur ajoutée vraiment importante. Et en fait, je pense que c'est que du FOMO. T'as une vague de personnes qui vont dessus, qui s'expriment, etc. Bon, je vois encore pas mal d'entrepreneurs qui s'expriment dessus. Je vois pas trop ce que ça apporte de différent. Tu veux partager une idée,
une petite citation, une petite phrase, tu peux le faire sur Instagram. Mais pour autant, aux États-Unis, j'ai l'impression que ça cartonne. Tu vois, même les Hormozy et tout que je suis, apparemment, c'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi en France, ça fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne aussi à un certain niveau, mais l'engagement, il me paraît pas dingue. Et j'ai encore du mal à voir comment tu développes ton business aussi sur cette plateforme. Je pense que c'est possible, mais j'ai encore du mal à le voir. Donc, c'est une plateforme qui est intéressante, mais qui me paraît pas apporter une valeur suffisamment importante pour switcher dessus. Sachant qu'on a déjà Instagram, YouTube, TikTok. Il y en a qui sont sur Snapchat, il y en a qui sont sur Twitter. Tu penses quoi de Twitter? C'était ma question d'après, parce que Twitter, ça m'a l'air d'être un massacre, le bordel, non? T'es dessus, toi? Alors moi, j'ai peur de Twitter, je te jure, parce que en fait, ça me fait trop peur. La non-censure, je l'entends, le côté, voilà, on libère les paroles, on peut dire ce qu'on veut, etc. Mais la réalité, c'est que tu choisis pas les contenus que tu vois, et quand tu vois des animaux qui se font brûler, des trucs, des machins, moi, ça m'a dégoûté. Donc, du coup, ça m'a vraiment dégoûté de ça, et encore plus sur le fait que j'ai l'impression des haters, mais Pokémon rares, genre vraiment le truc qui te déglingue. Ouais. Et pour autant, j'y vais juste pour répondre à ta question de temps en temps, juste quand il y a des sujets d'actu, quand j'entends un bruit dehors, genre j'ai l'impression que c'est des coups de feu, je vais sur Twitter direct pour voir si l'instantané de l'information permet d'avoir de l'info. Mais sinon, ce réseau me fait flipper, de ouf. Ouais, moi c'est pareil. Franchement, j'ai jamais vraiment accroché avec ce réseau-là. Je trouve que c'est un réseau qui m'inspire beaucoup de violence, J'ai du mal en fait à m'y retrouver et ça m'inspire pas du tout. Et tu penses que tu as un réseau là que tu as sous le coude, non pas que tu préfères, mais que tu imagines être le nouveau réseau de demain? Tu vois, est-ce que, je sais pas, on nous avait déjà dit genre un Pinterest. On nous a dit que Pinterest était en train de revoir la manière de revisiter son réseau. Est-ce que, je sais pas, tu as un réseau sur lequel tu imagines qu'il y a un potentiel de ouf? Ou pas, hein, peut-être que… J'ai pas vraiment de plateforme en tête qui va prendre le lead. J'aurais du mal à te dire comme ça. Moi, je crois Twitch. Alors après, par contre, il y a un format qui, à mon avis, va vraiment exploser. C'est le format podcast. Les podcasts, pour les business, pour les entrepreneurs, je pense que c'est l'opportunité du moment, mais vraiment, mais à 1000%. Et là, déjà, je vois une vague d'entrepreneurs, de gens qui commencent à beaucoup plus se lancer dans le podcast. Mais pour moi, c'est le format qui va le plus cartonner. Et est-ce que tu penses pas que… Moi, je suis assez raccord, mais j'ai l'impression que comme tu sais, tu as des plateformes maintenant comme Podspace, où tu peux louer tes espaces, je sais pas si tu as vu tes studios pour 100 balles. Franchement, la qualité versus le prix, je suis assez étonné. Franchement, bravo les gars, James et tout, c'est assez ouf. Et je me dis en même temps que c'est une force pour eux en termes de modèle économique. Et en même temps, ça veut dire que ça va encore une fois démocratiser la possibilité de faire du podcast vidéo de qualité, ce qui fait que finalement, quand on a vu une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, la valeur perçue, forcément, s'amoindrit un peu, ce qui fait que on va aller chercher d'autres choses pour pouvoir se différencier. C'est là où tu vois, je trouve encore une fois que, je sais pas si je fais un focus pour rien, mais que le Twitch, je me dis, le Twitch, on s'en balèque de ce que tu as en fioriture, juste ça va être un truc qui va être compliqué à dupliquer, parce que le talent du direct, je pense que c'est un truc qui va être plus complexe. Et voilà, donc c'est hyper intéressant que tu parles de podcast, mais je me demande à quel point c'est pas déjà un peu saturé ou pas. Peut-être que je sais pas. Il y aura toujours, justement, je pense que c'est une grosse opportunité de se différencier en apportant plus de valeur, en étant beaucoup plus dans la qualité. Et quand tu apportes vraiment de la valeur dans ton podcast, tu crées une communauté tellement engagée qui est tellement à fond avec tes projets que franchement… c'est un format incroyable et je pense vraiment que justement le fait qu'il y ait autant de gens qui se lancent, c'est une opportunité pour ceux qui veulent vraiment créer un projet sur le long terme avec le podcast, parce qu'il y en a plein qui ont juste envie de s'exprimer. Et, tu vois, ils ne sont pas dans l'optique d'en faire quelque chose de puissant sur le long terme. Mais quand tu es dans cette optique-là et que vraiment tu apportes de la valeur, que ce que tu proposes c'est vraiment excellent et que ça aide ta communauté ou ton audience, c'est un format incroyable, je pense, vraiment. Tu penses que le fond prédomine sur la forme, même si c'est glauque, il y a beaucoup Complètement. qui nous… Je pense oui. Ouais. Je pense que les gens en ont marre de l'aspect artificiel des vidéos, vraiment, et même les studios de podcast, c'est génial, hein, mais je sens, moi, ce que je ressens, c'est que les gens ont envie d'authenticité aujourd'hui. Ils ont envie de voir quelqu'un qui est derrière son bureau ou dans son appart mal rangé, avec son petit micro, et tu vois, avec son chat, et qui juste te parle, je sais pas, peut-être de marketing, ou peut-être de montage vidéo, ou peut-être de cuisine, ou tu vois, je sais pas, mais je pense que les gens ont envie de simplicité et de revenir à l'essentiel, parce qu'on a eu tellement de formats, hyper complexes, hyper montés, avec tellement d'effets, etc.
Ce qui est génial, c'est de l'art, c'est très beau, tu vois. Mais c'est pas forcément ce qui nous connecte le plus aux gens, je pense. Et l'authenticité fait penser au naturel et à la réalité aussi derrière les réseaux. Moi, j'ai un post qui m'avait vachement marqué, que tu avais posté et que tu avais d'ailleurs épinglé. C'était, on le mettra en post-prod, mais c'est celle-ci, où tu montres donc une photo où tu es méga bien et 1 ou 2 semaines ou 2 ans après, finalement, tu as aussi une autre réalité qui est un peu plus triste. Ouais. Tu pourrais nous dire quoi sur la réalité aussi de la création de contenu et du fait d'être exposé? Moi, j'ai eu beaucoup l'impression à un moment donné d'être à nu un peu tout le temps et tu vois, les gens savent ce que tu fais et tu t'exprimes très souvent. Enfin, tu vois, tu prends la parole et les gens ont accès à toi hyper facilement. Donc, il y a un aspect qui n'est pas facile avec ça. Mais ce qui est challengeant plus que ça, je pense que c'est vraiment d'entreprendre et de le faire en public d'une certaine manière. Parce que je ne vais pas dire que c'est facile d'entreprendre en privé, c'est jamais facile, c'est même très difficile. Mais quand tu as une communauté qui te regarde, qui regarde un peu tes faits et gestes, les décisions que tu prends, ce que tu proposes, comment tu le proposes, il y a une pression supplémentaire, je trouve, qui est ajoutée à ça parce que tu ressens les attentes des gens qui te suivent et puis tu vois un peu comment eux te perçoivent, l'image qu'ils ont de toi et tu as envie peut-être de rester en alignement avec cette image et donc tu peux te mettre pas mal de pression, je trouve, quand tu entreprends sur les réseaux. Je trouve ça vachement important et l'approche que j'ai par rapport à ça aujourd'hui, c'est d'essayer d'être radicalement honnête. Et d'essayer, je dis bien essayer parce que ça fait peur, tu vois, d'être vulnérable, de dire là j'ai pris telle décision pour mon business ou là j'ai ce doute-là et je traverse cette phase-là et c'est difficile, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui te connecte le plus aux gens. C'est ce qui fait aussi que les gens te font confiance parce que les gens sont pas bêtes, tu vois, ils savent quand on essaye de les bullshiter ou non, tu vois. Donc, je pense qu'on a aiguisé un détecteur à bullshit maintenant, énorme. chacune, c'est un truc de ouf. Et en même temps, je trouve juste que c'est une pression et en même temps une motivation parce que quand tu es en building public, en fait, t'as pas le droit de chier en fait. Parce qu'il y a un moment où tu dis, ok, j'entreprends, je fais ci, je fais ça. Donc, tu as une espèce de pression qui est à la fois stressante mais en même temps motivante de dire, en fait, je peux pas échouer parce que il y a des gens qui comptent sur moi aussi. Et j'y vais, tu vois. Moi, ce que j'ai kiffé sur le fait que tu sois authentique à fond, c'est que j'ai pu découvrir ta mère sur les réseaux qui est ma plus grande. Tu le sais, je te l'ai dit à chaque fois, mais c'est la meilleure. Et il faut qu'elle monte un compte, c'est obligatoire. Ah, je lui dis tout le temps, mais c'est un sketch. Et il faut qu'elle fasse un stand-up show ou je sais pas. On la reçoit sur le Com Show direct. Franchement, elle est exceptionnelle. En parlant juste de ça, avant de terminer avec un dernier petit truc que je vais te demander de faire, tu peux montrer le pire message que tu aies jamais reçu sur les réseaux parce que je sais que pareil, tu mets en story quelques petites dingueries que tu as reçues. Est-ce que tu en as un gaulerie à nous Franchement, j'en ai un, mais complètement délirant, d'un mec qui m'envoie un message en me disant mais tu sais, vraiment décontracté, hola, comment tu vas, machin, écoute, je sais que c'est pas du tout dans ton domaine, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'envoyer une vidéo de toi qui te gratte le nez? Franchement, je te jure, quand j'ai reçu ça, j'étais mais genre, j'avais pas les mots. Non, mais il était très sérieux. Il m'avait dit. Genre sur son profil, il n'y a que des nez, genre. Non, mais franchement, j'ai même pas osé cliquer sur son profil, mais il m'a dit, tu sais, j'ai une passion pour les bonnets et voilà, le tien, je le trouve vraiment incroyable et j'aimerais tellement que tu me fasses une vidéo. Contre rémunération, bien sûr, machin. Bref. Attends, tu te grattes le nez et le mec paye pour ça? Mais je te jure que c'est ce qui m'a demandé. Après les pieds, c'est le grattage de nez? Non, mais il y en a qui ont des trucs. T'as souvent des dingueries ou pas en vrai? Parce que Franchement, pas tant que ça. Pour être honnête, pas tant que ça, mais celle-là, c'était quand même une pépite. Hein. Franchement, celle-là, c'était quand même assez exceptionnel. Mais surtout qu'à la limite, s'il dit envoie une vidéo de toi qui te gratte le nez, ok, mais le truc genre formellement, avec limite cordialement et cependant s'il se pourrait, c'est encore plus stressant que ce soit bien dit. En fait, très poli, tu vois, le message très poli et tout, avec contre-rémunération, tu vois. Bien entendu. Vraiment. T'as demandé combien quand même ou... Non. T'avais une passion quand t'étais plus jeune? Ouais. C'était laquelle? J'adorais dessiner et... Très bien, celui-ci, on peut s'arrêter là-dessus. J'ai très peur. Ce que je te propose, on se prend 3 minutes. Ok. T'essaies de me faire une caricature. De toi? Ok. Moi de toi. Et puis juste, on partage ça pour terminer cet épisode sur une bonne note. Ça te va? J'aime bien, c'est un bon... Ouais. Tu connais la magie de la post-prod? Ouais, non. Non? Juste ne bouge pas s'il te plaît pour que ce soit plus facile en post-prod. 1, 2, 3. Bon, en vrai de vrai, on a eu la flemme de rester statique comme ça avec Mariam, donc flemme. Mariam. Merci. On se laisse combien de temps? 3 minutes? Vas-y. Mais tu sais que je n'ai jamais dessiné de ma vie. Non, mais moi, ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Hein. Par contre, je vais juste garder les cheveux de l'époque passée. Ça va me ça va être drôle, ouais. Oh, mon Dieu, j'ai... Ah, c'est dur. Hein.
Waouh, c'est Une dur. caricature, on s'en veut pas? Non, mais on s'en veut pas. Ok. C'est quoi ces petits bruits comme ça là? C'est ta barbe. La barbe, fais pas. Mets-la complète, s'il te plaît, pour l'amour de Ok, Dieu. je vais essayer. Une fois dans ma vie, j'ai une barbe complète, ce serait génial. Moi, ça va, je suis bien. T'es bien là? Je suis pas mal. J'ai très peur. Hein. Ça va? Ok. Je te propose qu'on se le retourne. 3, 2, 1. Oh Mais moi, je suis BG de ouf. T'as vu? Mais moi, je suis BG de fou. Franchement, j'ai mieux réussi que toi en vrai. Hein. Ah ouais? Bah oui, en truc, moi, c'était caricature de ouf. On dirait une sorcière dessus. J'ai essayé de reprendre les cheveux et le... Putain, mais toi, tu m'as fait trop bien, en fait. Bah oui, c'était un vrai dessin. Hein. Bah oui, moi, je suis mieux sur ce dessin que... Tiens, enfin, Merci. j'ai tellement hâte de le retrouver dans la poubelle, juste au coin de la rue de cette... Je vais en sortant l'accrocher. du truc. Écoute, Mariam, quelles sont les, quelle est la suite pour toi? Où est-ce qu'on donne de la force? C'est quoi les next steps? Franchement, bah, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram, YouTube, pour ceux qui aiment le format YouTube, voilà, avec grand plaisir. LinkedIn? LinkedIn, il faut que je m'y mette. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est vrai? Ouais, franchement, LinkedIn, c'est un réseau, je le sens bien, LinkedIn. Franchement, je pense que ça va prendre de plus en plus... Et toi, tu accompagnes les entrepreneurs pour... J'accompagne les entrepreneurs à développer justement leur personal branding et à développer leur business grâce au personal branding. Mortel. J'ai été hyper content de te recevoir. Moi aussi, Je suis trop content contente. de repartir avec mon Moi petit aussi, dessin. magnifique. Franchement, Moi aussi. une Et œuvre d'art. écoute, mille merci d'avoir été avec nous. Et puis, Merci à toi, Harold, c'était trop je te cool. dis à très vite, Mariam, À et très à vite. très vite pour un nouvel épisode. Ciao!